Et on va commencer, je vais passer la parole tout de suite à Jean Hichert, donc du Muséum national d'histoire naturelle. Je crois que j'ai mal prononcé ton nom. Excuse-moi, Ichter, je me disais bien que j'avais mal prononcé ton nom. Du Muséum d'histoire naturelle qui va nous relater une aventure qui nous a beaucoup occupé, qui nous occupe encore dans le Mercantour, qui est celle de l'inventaire généralisé de la biodiversité, donc petit nom ATBI. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais présenter cet après-midi le travail que fait l'UMS Patrinat au sein du Muséum national d'histoire naturelle. Et la présentation a été faite conjointement avec Laurent Poncet, le directeur adjoint, qui s'excuse de ne pas être parmi vous aujourd'hui et qui aurait dû la faire normalement à ma place. Donc voilà, je m'appelle Jean Hichter, je suis consultant indépendant et j'ai eu la chance en 2011 de faire partie des techniciens vacataires sur l'ATBI Mercantour. Et j'ai ensuite rejoint le service du patrimoine naturel au sein du Muséum national d'histoire naturelle, qui est devenu, avec la création de l'Agence française pour la biodiversité, une unité mixte de services qui s'appelle Patrimoine naturel, donc Muséum, CNRS et AFB. Donc là, on a entendu beaucoup parler d'ATBI. Donc un ATBI, c'est le contexte, donc c'est un All Taxa Biodiversity Inventory, on reviendra sur cette définition. Principalement, le contexte, c'est une conscience croissante d'une crise globale de la biodiversité, non seulement auprès de la communauté scientifique, mais aussi du grand public. Et un deuxième facteur qui est le biais taxonomique dans les inventaires. C'est-à-dire, en particulier, les espaces protégés sont très bien connus sur un nombre très limité d'espèces, et en revanche, beaucoup d'invertébrés, les lichens, sont assez peu connus et peu étudiés, et que pour protéger, il faut connaître, et donc on est conscient d'un manque de connaissances sur ces groupes-là. Et enfin, le troisième enjeu est l'handicap taxonomique, c'est-à-dire que pour certains groupes, il n'existe pas, ou très difficilement, de spécialistes disponibles, capables de nommer les espèces. Tout ça amène à penser qu'effectivement, il y a certaines espèces qui sont certainement en train de disparaître avant même d'être découvertes. Et ce constat-là, il est non seulement partagé par la communauté scientifique, mais par l'ensemble des citoyens. Et donc, il y a une volonté de redévelopper les inventaires, en référence notamment aux grandes expéditions naturalistes qui avaient ces objectifs. Voilà, avec la caricature de Terry Irwin, qui est un entomologue américain qui avait tenté de faire une estimation du nombre, combien de millions d'espèces d'insectes vivent sur Terre. Donc le concept de All Taxa Biodiversity Inventory, qu'on peut aussi traduire par inventaire tout taxon, a été développé à partir de 1994 par un écologue américain, Daniel Jansen, pour un projet initialement prévu au Costa Rica. Ce projet finalement n'a pas eu lieu et il a été développé plus tard aux États-Unis pour la première fois dans le parc des Smoky Mountains. Et l'année dernière, les différents ATBI qu'on fait en France ont travaillé sur une définition partagée et une traduction française. Donc on parle désormais d'inventaire général de la biodiversité. Et donc on le définit comme un processus d'inventaire coordonné, important, de l'ensemble des espèces présentes dans un espace, et dont l'objectif est de faire, dans un premier temps, progresser la connaissance taxonomique et chorologique, c'est-à-dire la classification, le fait de classer et nommer les organismes vivants, et chorologique, c'est-à-dire leur distribution biogéographique, mais également de mieux comprendre les communautés écologiques et leurs interactions au sein des écosystèmes. Et en plus, il y a une volonté de chercher autant que possible à évaluer le patrimoine naturel d'un territoire et à mettre en place des suivis. Donc le tout premier était prévu au Costa Rica. Pour différentes raisons, il n'a pas pu se faire là-bas. Il s'est fait sur un parc national qui, en termes de climat et de superficie, pourrait être comparable aux parcs nationaux dans les Alpes françaises ou en Europe. Et donc c'est le parc national des Great Smoky Mountains, qui a été vraiment issu d'une réflexion conjointe entre les taxonomistes, la communauté scientifique, et les gestionnaires du parc, qui avaient des problématiques très concrètes de gestion. Donc c'est un programme qui a lieu tous les ans depuis 1998
et dont les résultats ont largement surpassé toutes les espérances. Donc on est arrivé à ils sont arrivés à plus de 20 000 espèces. Pour une zone non tropicale, c'était presque un miracle. Et surtout, on a dépassé cette année le nombre de plus de 1000 espèces nouvelles pour la science. Alors ce programme-là a effectivement inspiré beaucoup d'autres dans le monde entier, mais en Europe, il y a eu un programme qui s'est monté qui s'appelait EDIT, donc qui était le European Distributed Institute of Taxonomy, dont l'objectif était de redévelopper la taxonomie, la description d'espèces, et de limiter la fragmentation dans le domaine de la taxonomie. Donc c'est un programme qui a cherché un site pilote en Europe pour le monter et qui a choisi une des candidatures, qui était une candidature entre le parc Alpes-Maritimes et le parc du Mercantour, avec le soutien du Muséum national d'histoire naturelle, et qu'on choisit 17 sites pilotes dans les deux parcs pour démarrer le premier inventaire général de la biodiversité en Europe. À la fin de ce programme, les résultats ont été à la hauteur des espérances sur la taxonomie, mais il y a une volonté des parcs de récupérer ce programme et d'intégrer plus de problématiques de gestion, de l'étendre à l'ensemble des territoires des deux parcs. Et donc, il y a un programme européen, il y a eu différents financements, notamment de Monaco, du ministère de l'Environnement, et un gros programme transfrontalier européen qui a continué jusqu'en 2013. Donc avec 3 volets, un volet de terrain, avec les chasseurs-cueilleurs, donc ces taxonomistes, ces naturalistes qui ont cette capacité à découvrir sur le terrain des nouvelles espèces dans des endroits où le commun des naturalistes ne le trouvera pas. Des protocoles standardisés également. De l'autre côté, l'espace laboratoire, donc un gros travail de tri et de détermination. Et enfin, tout un espace de gestion de cette information-là, donc des collections, bases de données, publications, et notamment la mise en œuvre de méthodes, de technologies très avancées, notamment le barcoding, qui permet de relativement facilement distinguer des espèces, non seulement sur des critères morphologiques, mais sur des critères d'ADN. Donc ce programme a rencontré un grand succès, donc non seulement auprès de la communauté scientifique, mais a également été très bien valorisé auprès du public, auprès des acteurs locaux, avec notamment la publication d'un ouvrage. On a une des deux autrices qui est présente ici, un magnifique ouvrage sur la biodiversité des Alpes. On a eu ici à Seolan la première conférence de restitution des résultats et des dizaines d'articles, des publications dans des conférences, dans des revues spécialisées. Et un certain nombre de résultats en termes de nombre d'espèces qui a été aussi très intéressant. En particulier, le nombre d'espèces. Donc là, en 2019, quand on regarde l'ensemble des espèces qui ont été inventoriées dans le cadre de la TBI, mais dans le cadre d'autres programmes également, la connaissance de la biodiversité au sein du Parc national du Mercantour, c'est 13 491 taxons au jour d'aujourd'hui, dont 61% ont été découverts après 2016, c'est-à-dire après le début du lancement de la TBI. C'est pour dire que la TBI n'est pas le seul vecteur de connaissances dans le Mercantour, mais il y a largement contribué. Et alors si on regarde sur le site de l'INPN, l'inventaire national du patrimoine naturel, le nombre de données par année, on voit assez bien les pics. Donc on peut voir un pic de la connaissance qu'on peut facilement attribuer à la création du parc. Un deuxième pic qui est intéressant, qu'on peut probablement attribuer à un certain nombre d'inventaires, en particulier la malacofaune, les escargots terrestres et les araignées, qui ont fait l'objet d'un inventaire qui était avant la TBI. Et ces inventaires-là ont participé également au fait que la TBI était choisie dans ces territoires-là, parce qu'il y avait à la fois une biodiversité potentielle importante, avec les climats qu'on connaît, la diversité géologique, etc., mais aussi une culture de travailler avec des scientifiques, une logistique qui était prête à recevoir ces centaines de naturalistes et scientifiques qui viendraient sur le territoire. Voilà. Et à partir de 2007, une explosion chaque année
avec des années où on a plus de 8000 données, 4000 espèces décrites sur une année, c'est assez impressionnant. Voilà. Faut pas y voir dans ce schéma un effondrement de la connaissance, c'est simplement que c'est lié à la gestion des jeux de données dans l'INPN et que du coup les connaissances qui ont été faites après ont été attribuées à d'autres jeux de données et aussi qu'il y a effectivement un certain temps entre le moment où les données sont passées par les naturalistes et sont mises en publication sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel. Alors quand on regarde quel groupe, alors je ne sais pas si on voit bien, mais principalement finalement on retrouve les insectes, à la fois en termes de nombre de taxons et en nombre de données. Et donc là, on rééquilibre, on a nettement rééquilibré la connaissance. Quand on parlait d'handicap taxonomique ou de biais taxonomique, là, on a rééquilibré largement la connaissance, notamment les lichens qui étaient très largement méconnus, les bryophytes également, les mousses, voilà, les araignées. On voit aussi un grand nombre d'espèces de flore. Si on voit ici qu'il y a relativement peu de données, c'est parce que les données flore étaient gérées par ailleurs par les conservatoires botaniques nationaux et qu'on du coup, ils ne rentrent pas dans ce cadre-là. Principalement dans ces données-là, c'est de la donnée de bibliographie qui fait partie également du travail de la TBI, qui a été de mettre des gens, de donner du temps de travail pour saisir de la bibliographie. C'est-à-dire que quand on a 40% des données qui étaient préexistantes à la TBI, il y a une partie du travail de la TBI qui a été de saisir ces données, les rendre disponibles dans une base de données pour le parc. Donc les données existaient, mais la TBI a contribué à les rendre disponibles. Et donc les résultats les plus exceptionnels, c'est comme la découverte de 35 nouvelles espèces pour la science, dans le parc, en Europe, en France. On est certainement un peu plus avec les Italiens. Un nouveau genre pour la science et 2 sous-espèces. Donc certaines que vous présenteront Christophe Dingeron tout à l'heure. Donc ces espèces, c'est principalement sur des groupes peu étudiés. Hein, donc on voit les diptères, qui est un bon exemple. Les acariens, certains arachnides. Et aussi sur des milieux qui jusque-là étaient peu ou pas du tout étudiés, donc les milieux cavernicoles, avec un nouveau carabique souterrain, cavernicole, et aussi les milieux hyporéiques. Donc les milieux hyporéiques, c'est tous les cours d'eau qui sont sous la surface de la Terre. Donc c'est des animaux qu'on voit quasiment jamais, à part lors de résurgences ou des sources. C'est là où on a effectivement des potentiels de découverte importantes de nouvelles espèces pour la science. Combien à venir? Si on en a découvert plus de 1000 en Amérique du Nord, on peut imaginer qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de nouvelles espèces pour la science qu'on peut s'imaginer retrouver. Il semble qu'il y a même bientôt une nouvelle espèce de cirfe qu'a découvert Thomas Lebar, qui serait potentiellement une des nouvelles espèces, non seulement pour le parc, pour la France, pour l'Europe, mais simplement pour la science, qui n'a jamais été décrite. Alors, la TBI, ce n'est pas simplement un programme entre 2007 et 2013 qui s'arrête, qui augmente la connaissance, et voilà. Pour nous, c'est vraiment un processus sur le temps long. Les sociologues parlent d'institutions frontières, d'ailleurs, c'est même des frontières floues, en fait, entre ce qui est de l'ordre du programme financé avec des équipes qui viennent spécifiquement, et toute une armée de naturalistes, de scientifiques qui viennent bénévolement signer une convention pour venir sur le parc. Ce processus-là a été facilité par la TBI, mais a continué après 2013. Des scientifiques ont continué à contacter le parc pour faire des inventaires en zone cœur, en aire d'adhésion, et publier leurs résultats. Au sein du parc, qui est notamment Explore Nature, donc en 2017 à Barcelonnette, Sospel 2018 et cette année à Guillaume, qui continue dans cette dynamique. C'est un peu le principe des inventaires éclairs, où les Anglais parlent de BioBlitz, c'est de mettre sur le même territoire, pendant un temps limité, de 1 à 3 jours, un très grand nombre de taxonomistes pour sortir de la donnée, sortir de la connaissance sur un territoire donné. Il y a aussi un inventaire sur les abeilles sauvages, entre 2017 et 2019. Les atlas de la biodiversité
dans les communes. Et le dernier projet en cours, qui est un Biodivalp, qui aura lieu sur une dizaine de sites, une dizaine de territoires plutôt, dans les Alpes. Donc dans le Mercantour, il a été ciblé les sites ou les territoires qui étaient les moins prospectés, les moins échantillonnés dans le cadre de l'ATBI précédent. Donc la Moyenne-Tinée et le Haut-Verdon, mais également les Alpes-Maritimes, un site en Ligurie, dans le parc national de la Vanoise, la réserve intégrale du Lovitel dans le parc national des Écrins, dans le Queyras et des sites naturels gérés par Aster. Alors le travail continue sur le terrain, mais le travail continue aussi et surtout dans les laboratoires où les équipes continuent d'inventorier des espèces. Alors tout ça c'est intéressant, mais il faut que cette information, à un moment donné, elle soit disponible au grand public. Si ça reste dans des boîtes de collection ou dans des carnets de terrain, eh ben, ça limite beaucoup la portée des résultats. Il n'y a pas simplement les publications scientifiques qui valorisent ce résultat, mais tout un travail important de gestion de la donnée. De gestion de la donnée pour qu'elle soit disponible, d'une part, et surtout pour qu'elle soit maintenue, c'est-à-dire qu'il y ait de la maintenance, qu'il y ait du suivi, de l'évaluation de la qualité. Et tout ça, c'est un travail qui est en continu. Si on décrit des espèces 10 ans après qu'elles aient été collectées sur le terrain, eh ben, il faut qu'il y ait un système d'information qui soit capable de le gérer. Donc, d'abord, il y a Cardops, qui est l'outil qui a été développé, un outil de gestion naturaliste, qui a été développé au Muséum d'histoire naturelle, qui a été retenu comme l'outil commun au moment de la TBI, pour alimenter l'inventaire national du patrimoine naturel. Pour ce faire, il y a un outil qui est très intéressant, qui est TaxRef, qui est le référentiel taxonomique national, qui ne détient pas forcément la vérité sur la taxonomie, mais qui au moins propose un code unique, un CD-nom, pour chaque espèce considérée comme valide sur le territoire français. Et donc ça permet aux bases de données des chercheurs, des parcs et du muséum de communiquer sur un même langage. Et donc toutes ces données sont désormais disponibles sur le site de l'INPN et accessibles à tous. Et l'INPN alimente directement la plateforme internationale, le système d'information global sur la biodiversité, qui est le GBIF. Voilà. Donc le GBIF regroupe toutes les institutions au niveau mondial et publie à la donnée précise toutes les informations sur la biodiversité. Donc les données peuvent être soit précises à la localité ou dégradées avec un carré de 10 par 10. Tous les gens qui ont participé à la TBI Mercantour ont signé une convention dans laquelle ils s'engagent que leurs données soient publiées à la donnée précise sur la plateforme du muséum et sur les plateformes internationales. Donc quand on ouvre la plateforme du GBIF, on trouve un jeu de données ATBI Parc Mercantour, Alpes-Maritimes. Il y avait déjà à l'époque d'Edith un jeu de données qui avait été mis en ligne, donc vous en trouverez deux. Mais celui qui a été fait par Edith à l'époque, c'était en 2011, qui a été publié, lui est fixe. Donc celui-là, il n'a pas bougé. Alors que ce qu'on rentre dans l'INPN est constamment mis à jour au gré des découvertes et au gré de l'évolution de la taxonomie. Et on a actuellement un data paper qui est en cours. Donc un data paper, c'est une publication non pas scientifique, mais qui a vocation à rendre public le jeu de données, qu'est-ce qu'il contient et comment on y accède. Pour que à la fois la communauté scientifique, pour faire des modélisations, pour faire des études, mais également les citoyens, les gestionnaires, les parcs, les bureaux d'études aient accès à ces données sur la biodiversité. Donc le parc du Mercantour n'est pas le seul à avoir affaire à la TBI, l'inventaire généralisé, c'est l'un des plus connus, l'un des plus célèbres, mais il y en a également dans les Écrins au Lovitel, on en a parlé, dans le bois de Paille-Olive en Ardèche, il y a un des hotspots de la biodiversité méditerranéenne qui est la forêt de la Massane. Il y en a un autre piloté par le muséum à Vidauban dans la plaine des Morts. Et tous ces acteurs-là ont travaillé ensemble à un état des lieux des ATBI dans le monde, et en particulier en France. Donc c'est un rapport qu'on a publié l'année dernière, que je vous invite à télécharger sur le site de l'UMS Patrinat. Qu'est-ce qu'il nous indique ? Il met en perspective notamment l'ATBI Mercantour
dans son contexte international. Et on voit qu'en fait, on est finalement le 3e plus grand ATBI au monde, juste après les Great Smoky Mountains et un inventaire qui a lieu sur l'île d'Hawaï. Et également, un des plus grands termes de participants, on a plus de 350 participants, certainement plus depuis les derniers inventaires. Donc on est vraiment parmi les grands inventaires au niveau mondial. Et le numéro 1 en termes de superficie inventoriée, loin devant tous les autres. Alors on a fait aussi un retour d'expérience, pas seulement pour avoir les chiffres et pouvoir les comparer, mais c'était vraiment un retour d'expérience. On s'est travaillé sur les gestionnaires, sur le travail des sociologues qui ont travaillé dessus également, pour savoir concrètement comment ça se passe et comment on peut reproduire ces expériences sur d'autres territoires. Et globalement, une des expériences intéressantes, c'est de dire que 80% des réussites et des échecs d'un ATBI sont dus à des personnalités et les 10% restants sont dus à la météo. Voilà, donc pour conclure, il y a une réflexion au sein d'un réseau qui est un réseau informel en fait, des différents ATBI qu'on a cités en France, pour travailler sur peut-être un label des inventaires généralisés ou à minima un cahier des charges. Quel serait à minima, à partir de quel moment on peut parler d'ATBI, comment on peut le mettre en valeur, les ATBI existants, comment on fait pour les continuer, comment on fait pour initier des nouveaux ATBI, pour avoir peut-être une représentativité sur le territoire français sur différentes zones biogéographiques, pour avoir différentes zones qui puissent être comparées les unes entre elles, pour éventuellement avoir des zones de suivi. Tous les 10 ans, il faudrait peut-être retourner sur ces zones et les comparer entre elles. Voilà, donc là, il y a une réflexion en cours et du coup, j'aimerais bien avoir des échanges avec les différents participants, vos retours, vos propositions éventuelles sur à quoi pourraient ressembler les ATBI de demain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean. Avant de vous passer la parole, je profite de l'occasion pour remercier, on les remerciera jamais assez, tout notre réseau, notre famille d'ATBistes qui ont réussi à fédérer année après année, qui sont toujours aussi présents et aussi passionnés, qui sont de tout âge, de tout lieu, de tout temps. Enfin, c'est vraiment une aventure humaine que je suis moi depuis peu de temps, mais qui est assez incroyable et dont Isabelle va nous parler ensuite. Mais j'ai assez parlé, je vous passe la parole. Donc d'abord, si vous voulez bien vous lever et vous présenter. Bonjour, Katia Diadema, Conservatoire botanique national méditerranéen. J'avais une question concernant la base de données spécifique à ATBI, parce que j'ai vu qu'il y avait très peu d'observations flore, alors que ces données sont présentes justement déjà dans le site de l'INPN. Alors, je fais une petite recherche juste pour la partie zone centrale des Alpes-Maritimes, il y a plus de 110 000 relevés. Alors, est-ce que ce ne serait pas possible aussi que vous les basculiez, puisqu'ils sont déjà dans l'INPN, au sein de la base ATBI, pour avoir une vision réelle en fait, de la connaissance des taxons sur le même territoire? Très bonne question. C'est même, d'ailleurs, on peut en discuter un peu plus dans les détails. En gros, pour faire très court et très schématisé, il y a un système d'information sur la nature et les paysages qui propose un cadre pour toutes les données sur la biodiversité en France, que tous les acteurs de la biodiversité qui produisent de la donnée partagent. Dans ce système d'information, il y a des jeux de données et ces jeux de données sont regroupés dans des cadres d'acquisition. Donc, par exemple, l'ATBI Mercantour est un cadre d'acquisition dans lequel il y a un certain nombre de jeux de données. Les jeux de données ne comprennent pas la flore qui est fait dans le Mercantour. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre jeu de données. Il y a des N jeux de données qui sont les jeux de données des conservatoires botaniques nationaux qui sont gérés par la Fédération des conservatoires botaniques nationaux. Donc pour l'instant, c'est-à-dire que quand on fait des analyses vraiment plus fines sur la TBI, on ne l'a pas dedans. En revanche, quand on fera un data paper, on inclura bien sûr toutes les données flore, puisqu'effectivement, elles sont comprises. C'est là où il y a un peu une difficulté. C'est des débats qu'on a régulièrement avec les ATBistes, avec le muséum et avec Marie-France. Qu'est-ce qui est ATBI, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est-à-dire, au sens strict, ça serait les programmes qui ont été financés avec une convention, etc. Mais finalement, nous, pour le data paper, on pense plutôt à une version globale qui est l'ensemble de la connaissance sur le parc, facilitée depuis 2006
par la dynamique ATBI. Ce qui serait intéressant, il faudrait voir si techniquement c'est possible, c'est comment on pourrait attribuer une partie des données des CBN, des conservateurs botaniques nationaux, qui ont été faits dans le cadre de l'ATBI ou qui peuvent être considérés comme étant dans le cadre de l'ATBI, et les associer à un jeu de données flore du Mercantour. Flore du Mercantour. Et si on pouvait faire ça, c'est techniquement... Voilà, il faut voir un peu comment ça s'organise, mais ça nous permet de l'associer directement, sans enlever le jeu de données, qui est le jeu de données des CBN par ailleurs. C'est simplement la représentation de l'information. Voilà. Le micro. Non, c'est pas un problème, effectivement. Non, c'est simplement une logique de gestion de l'information. Ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas dupliqué les données justement pour ne pas avoir des doublons. Mais par contre, quand on fera effectivement des analyses, on mettra d'une part le jeu de données strictement ATBI et les jeux de données TBN sur le territoire du parc. Et donc là, on fera la somme éventuellement. Oui, quand on parle des 13 000 espèces, on a bien la flore et toutes les données des CBN qui sont dedans. Amérique Saulnier, géologue. J'aurais aimé savoir si vous comptiez, dans l'avenir, en fait, créer une sorte de bureau scientifique qui permettrait aux particuliers d'être les chasseurs-cueilleurs et en fait de pouvoir transmettre des données qui seront après vérifiées. Parce qu'il y a énormément de locaux qui connaissent très bien leur territoire et qui eux-mêmes, par passion, vont chercher et collecter des données, mais qui peut-être derrière ont personne pour vérifier ces données, pour les enregistrer, pour avoir un suivi. Est-ce que c'est dans vos projets ? Alors, ça existe déjà. C'est-à-dire que dans l'ATBI Mercantour, il y a au moins autant, je n'ai pas les chiffres, mais il y a au moins autant de naturalistes indépendants que de professionnels de la conservation ou de laboratoires ou de scientifiques professionnels. Donc c'est déjà le cas. Dans l'ATBI Mercantour, il y a déjà des données de gens qui ont contacté le parc, qui ont une autorisation et qu'en échange de l'autorisation, ont transféré leurs données. Ils l'ont transféré sur Cardops. Donc c'est toujours possible de télécharger sur un téléphone portable l'application qui s'appelle Carnat, qui est un carnet naturaliste sur lequel on peut rentrer les données. Et ces données-là sont régulièrement envoyées, alimentent directement l'INPN, sans même passer par l'ATBI Mercantour. Après, pour la notion de validation, ces données-là, le muséum, l'UMS Patrinat, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie globalement la qualité des données. Par contre, il ne vérifie pas la qualité de la détermination. Dans ces cas-là, il y a d'autres outils. C'est soit effectivement, faut se rapprocher d'une association naturaliste qui, elle, gère les qualités des données, ou alors, pour le grand public, il y a l'INPN Espèces, qui est une application sur laquelle on envoie des photos avec des déterminations. Et là-dessus, ces données-là, par contre, en l'occurrence, sont validées par des experts du muséum. Donc, c'est les deux moyens pour avoir de la validation. C'est soit passer par une association locale ou un organisme régional sur un groupe thématique, ou passer par l'application de l'INPN Espèces. Du coup, elle est obligatoire pour postuler sur GBIF, cette validation. Le GBIF ne fait pas de validation. Si une donnée est rentrée dans Cardops, une donnée naturaliste experte, elle est ensuite mise en publication sur l'INPN et ensuite elle passe directement sur le site du GBIF. Il y a juste une option de marquer observation douteuse, c'est-à-dire que si soit même on a un doute sur la qualité de son observation, soit on la passe à un spécialiste, soit on la coche en douteuse, et dans quel cas elle ne passe pas en diffusion. Christophe Degeron, juste pour rebondir là-dessus, il existe aussi maintenant de plus en plus des programmes de sciences participatives, dont le muséum d'ailleurs est souvent coordinateur. Je pense par exemple au SPIPOL, qui est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Et là aussi, dans le Mercantour, avec ton appareil photo, tu peux photographier des insectes sur les fleurs, envoyer tes photos sur le site du SPIPOL, et puis il y aura une validation qui sera faite par des gens. Voilà. Alors on n'ira pas forcément à l'espèce, mais on pourra aller par exemple au genre ou au sous-genre ou à un groupe d'espèces, et de cette manière, on améliore encore évidemment l'inventaire.
Merci.